Bonjour à tous, vous écoutez Votre Santé, Votre Avenir, le magazine santé de VOA Afrique. À ce micro, je suis Mamadou Oumfa et Rosine Mounezero est avec moi dans ce studio pour la co-présentation. Bonjour Rosine. Bonjour Mamadou, bonjour chers auditeurs. Cette semaine, nous parlons des effets nocifs de la consommation de l'alcool. L'organe qui est chargé d'épurer le sang des produits toxiques, c'est le foie. Cet alcool attaque le foie au point que votre foie, qui est un muscle lisse, va devenir plus dur. En ce moment-là, il va échouer de jouer son rôle habituel. Cause de 3,3 millions de décès chaque année dans le monde, l'alcoolisme est un problème de santé publique à l'origine de nombreuses maladies transmissibles. Nous avons fait une étude en 2005. Moins 55% d'enquêtés reconnaissaient que l'alcool et la drogue les excitent au désir sexuel. Or, à travers le désir sexuel, il y a la transmission du VIH/SIDA et des maladies sexuelles transmissibles. Dans certains pays africains, les autorités ont créé des centres pour aider les alcooliques. C'est le cas au Sénégal. Pour ceux qui sont dépendants, il y a un traitement, mais aussi surtout un accompagnement psychologique et social que nous leur proposons au niveau du centre parce que nous avons des psychologues, nous avons aussi des travailleurs sociaux qui accompagnent aussi par rapport à la situation socio-professionnelle de la personne. Dans cette édition, nous examinons non seulement les risques mais aussi les moyens de lutte contre l'alcoolisme. Ce sera après l'actualité. Coup d'œil sur l'actualité. L'actualité avec nous, Firmin Koyaweda. Bonjour Firmin. Bonjour Rosine. Alors commençons par l'épidémie de l'hystériose. En Afrique du Sud, on connaît désormais la source de l'épidémie. Tout à fait Rosine, c'est une usine alimentaire qui est à l'origine de la maladie. L'annonce a été faite le 4 mars dernier par les autorités sud-africaines. Nous pouvons confirmer que la source de cette épidémie est une usine alimentaire appartenant à la compagnie entreprise établie à Polokwane dans le nord-est du pays, a annoncé le ministre de la Santé, Aran Mutsualedi, dans un communiqué. Tous les produits sortis de cette usine vont être rappelés et nous conseillons au public d'éviter tous les produits cuisinés contenant de la viande, a-t-il ajouté. Et l'épidémie elle-même a déjà causé la mort de 180 personnes selon le bilan le plus récent. Oui, Rosine, d'ailleurs, c'est la pire épidémie de l'hystériose jamais enregistrée dans le monde. Depuis janvier 2017, près de 950 cas ont été déclarés et 180 personnes sont mortes selon l'Institut national des maladies contagieuses. La plupart des cas touchant principalement des enfants sont survenus dans les provinces de Gauteng qui comprend Johannesburg et Pretoria. Rappelons que la listériose est causée par des bactéries qui contaminent la nourriture, notamment la viande, les produits laitiers et les produits de la mer. Autre épidémie, c'est celle de Lassa au Nigeria. Les autorités ont annoncé un nouveau bilan. Ce nouveau bilan communiqué le 6 mars dernier fait désormais état de 110 morts sur 353 cas confirmés depuis le début de l'année 2018. On se rappelle qu'une semaine plus tôt, l'Organisation mondiale de la santé avait parlé de 72 morts sur 317 cas confirmés. Le virus a été détecté dans 18 des 36 États du Nigeria, mais il a été confirmé en grande partie dans l'État d'Edo, une région endémique du virus Lassa, située dans le sud du pays. Eh bien, Firmin, peux-tu nous rappeler ce que c'est exactement la fièvre de Lassa? Alors, Rosine, l'OMS décrit la fièvre de Lassa comme une infection virale qui tire son nom d'une localité du nord du Nigeria où elle a été identifiée pour la première fois en 1969, sévissant de manière endémique au Nigeria, en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone. La fièvre de Lassa ne présente pas de symptômes dans 80% des cas, mais pour les autres, elle peut provoquer des atteintes graves hémorragiques et neurologiques. La transmission se fait par les excrétions de rongeurs ou par contact direct avec du sang, des urines, des selles ou d'autres liquides biologiques d'une personne malade. Vous suivez Votre santé, votre avenir sur VOA Afrique. Parlons à présent du diabète. Une étude publiée le 1er mars dernier propose une nouvelle classification de la maladie. En effet, Rosine, les auteurs d'une étude suédoise publiée dans la revue spécialisée Lancet Diabète et Endocrinologie estiment qu'il existerait 5 formes différentes et non pas 2 comme admis actuellement. Pour le moment, les spécialistes classent le diabète en 2 types. Le diabète 1, environ 10% de cas qui apparaît le plus souvent de manière brutale chez l'enfant ou chez le jeune adulte. Il est caractérisé par une production insuffisante d'insuline, une hormone qui permet de maintenir l'équilibre du taux de sucre dans le sang. Il y a aussi le diabète de type 2, près de 90% de cas qui correspond à une hausse prolongée de taux de sucre dans le sang, souvent associée à l'obésité et au mode de vie. Et comment se présente exactement cette classification et quel peut être son intérêt? Les auteurs de l'étude proposent 5 catégories.
3 sévères et 2 plus bénignes. La première de ces 5 nouvelles catégories correspond au diabète de type 1. Les 4 autres sont des subdivisions du diabète type 2 avec chacune des caractéristiques particulières. Cette nouvelle classification peut, selon les chercheurs, permettre d'affiner les traitements. La classification actuelle ne suffit pas à prédire les complications qui peuvent survenir, a estimé l'un des auteurs de l'étude, le professeur Leif Groop de l'Université de l'Inde en Suède. Rappelons que 425 millions de personnes sont atteintes de diabète dans le monde, selon la Fédération internationale du diabète. Merci Firmin. Votre santé, votre avenir, l'invité de la semaine. Dans de nombreuses sociétés, la consommation de l'alcool est une tradition, particulièrement lors des célébrations festives. Mais consommer de l'alcool est généralement nocif pour l'organisme. La preuve, 3,3 millions de personnes meurent chaque année dans le monde du fait des effets nocifs de l'alcool selon l'Organisation mondiale de la santé. Comment l'alcool agit-il dans l'organisme? Quels en sont les effets nocifs? Comment y faire face? Ce sont les questions que nous avons posées au docteur Richard Mukendi. Il est médecin en service aux cliniques universitaires de Lubumbashi en RDC. Au micro de notre correspondante Gabrielle Nina, il commence par nous expliquer comment l'alcool agit sur le foie, un organe vital pour le corps humain. L'organe qui est chargé d'épurer le sang des produits toxiques, c'est le foie. Quand cet alcool arrive dans le foie, malheureusement, ça attaque le foie au point que si vous continuez à prendre cet alcool-là au cours des mois qui suivent ou des années qui suivent, vous allez avoir ce qu'on appelle une cirrhose du foie. C'est-à-dire votre foie qui est un muscle lisse, il va devenir fibreux, ça veut dire qu'il va devenir plus dur. En ce moment-là, il va échouer de jouer son rôle habituel. Non seulement d'épurer le sang des produits toxiques, mais aussi de synthétiser un certain nombre de choses qui nous permettent de nous défendre contre des agressions microbiennes, ainsi de suite, qui permettent à ce que l'on puisse avoir un sang qui coagule quand il le faut, ainsi de suite, la cicatrisation des plaies et tout. Et malheureusement, si vous ne prenez pas en charge cette cirrhose-là, la cirrhose risque d'aller vers ce qu'on appelle un hépatocarcinome, c'est-à-dire un cancer du foie. Comme vous le savez, l'alcool est ingéré par la bouche, ça traverse l'œsophage, l'estomac, les intestins, ainsi de suite. Vous risquez d'avoir un cancer tout le long du trajet de l'alcool. Des cancers de la langue, des cancers de la gorge, de l'œsophage, de l'estomac, ainsi de suite. Sur le plan social maintenant, l'alcool amène à ce que vous ayez un trouble du comportement à long terme. Le fait que les gens qui prennent de l'alcool deviennent déprimés à un moment donné, ça veut dire qu'ils ont bu de la bière, un verre, 2 verres, 3 verres, pour essayer d'oublier par exemple des problèmes sociaux qu'ils auraient eus. Et quand ils n'ont plus d'alcool dans leur sang, ils redeviennent sobres. Mais en ce moment-là, les problèmes vont leur sembler un peu plus graves encore, parce qu'en fait, ils n'ont fait que masquer ces problèmes-là. L'alcool élève la tension artérielle chez les êtres humains. L'alcool peut aussi amener des troubles cardiovasculaires, des troubles du rythme, des palpitations, jusqu'à ce qu'on appelle des morts subites par arrêt cardiaque. Et vous avez des gens qui ont consommé une grande quantité d'alcool sur une courte période et qui en sont morts. Ils vont tomber dans ce qu'on appelle le coma éthylique, c'est-à-dire le cerveau se déconnecte complètement de la réalité. Quelles sont les conséquences de la consommation de l'alcool chez une femme enceinte? Quand les femmes sont enceintes, on leur déconseille de prendre ne serait-ce qu'un verre d'alcool ou de vin. Parce qu'en fait, pour le fœtus, ces quantités-là sont astronomiques. Et malheureusement, chez le fœtus, il y a d'abord des effets mineurs du genre, ça va empêcher le développement de son système nerveux. Or, vous le savez bien, la personne, l'individu, est géré par le système nerveux, le système endocrinien, qui sont très importants parce qu'ils prennent le relais pour gérer la suite qui va venir dans le développement de cet enfant-là. Et donc, quand vous consommez de l'alcool alors que vous êtes enceinte, que vous le sachiez ou pas, ça va entraîner des conséquences sur le fœtus. Et la première des conséquences, c'est qu'il y aura un retard de croissance intra-utérin. C'est-à-dire, vous deviez mettre au monde autour de 9 mois de grossesse, 40 semaines selon la médecine, un enfant de 3000 grammes par exemple, 3 kilos, mais vous allez mettre au monde un enfant de 2200, 2300, qui a un retard de croissance in utero. Il aura aussi un problème de retard du développement de son système nerveux. Et vous le savez bien, c'est le cerveau qui gère les relations interpersonnelles, la mémoire, la motricité, tout ça.
ça va faire que cet enfant, quand il naît, il risque d'avoir des sérieux problèmes dans le développement neuromoteur. Et c'est comme ça qu'il aura des troubles de l'apprentissage. Il y a des enfants qui deviennent des hyperactifs, n'est-ce pas? Il y a des enfants qui deviennent pratiquement des crétins parce qu'ils ne parviennent pas à suivre le rythme, par exemple, de l'enseignement qu'il aurait dans les petites classes comme à l'école maternelle et autres. On peut aboutir à quelque chose de beaucoup plus grave qu'on appelle le syndrome d'alcoolisation fœtale. Non seulement nous aurons les problèmes que j'ai évoqués ici qui peuvent sembler mineurs, nous aurons maintenant des malformations. Nous avons par exemple le fœtus qui va sortir avec une toute petite tête. Au niveau de ses yeux, les paupières ne s'ouvrent pas complètement. On peut aussi avoir le nez qui est un peu tourné vers l'avant. On peut aussi avoir un menton fuyant. Nous avons aussi des malformations des oreilles qui peuvent être soit beaucoup plus larges ou qui peuvent paraître décollées de la tête. Quand vous voyez ces malformations physiques, c'est qu'à l'intérieur, il y a aussi des dégâts énormes au niveau du système nerveux. Et c'est comme ça que nous aurons des enfants qui, malheureusement, ne dépasseront pas un certain quotient intellectuel du fait que, malheureusement, son système nerveux n'aura pas suivi le développement normal. Y a-t-il certains types d'alcool qui sont plus dangereux que les autres? Non, malheureusement, c'est ça le problème. En fait, l'alcool dont on parle ici, c'est l'alcool pur qui est contenu à divers degrés dans des boissons. Quand vous prenez par exemple la bière, il y a un taux d'alcool dedans. Quand vous prenez le vin rouge, le vin blanc, quand vous prenez le pastis, n'est-ce pas? Le whisky, ainsi de suite, on retrouve différents taux d'alcool. Mais ce qui est toxique, ce n'est pas tant cette boisson-là que l'alcool qui est contenu dans cette boisson-là. C'est pourquoi on ne pourra pas dire qu'il y a des boissons qui sont moins dangereuses que d'autres, d'autant plus que vous le savez, les capacités individuelles à épurer le sang de cet alcool-là diffèrent. Ça veut dire il y a des personnes qui, avec un seul verre, s'enivrent déjà, tout comme il y en a d'autres qui sont des piliers de cabaret, il faut tout un casier de bière, ainsi de suite. C'est un problème de résistance individuelle. C'est comme ça qu'on ne pourrait pas dire, par exemple, que telle bière ou tel alcool est moins dangereux, parce qu'on ne connaît pas la capacité résistante de l'individu. Y a-t-il une quantité raisonnable d'alcool que l'on peut consommer sans que cela soit nocif? Un scientifique responsable ne peut pas le dire parce que, il ne connaît pas la résistance individuelle. Parce que, comme je vous l'ai dit, quand vous consommez un produit toxique, le corps fait un effort pour l'évacuer. Alors, il peut se faire que votre corps évacue plus lentement. Ce qui fait que quand vous prenez cet alcool-là, il y a un effet cumulatif au niveau de votre sang. Ça fait qu'après un temps, vous avez pris des petites quantités, mais répétées avec l'effet cumulatif, vous pouvez avoir des conséquences gravissimes. Tout comme une personne qui prend une grande quantité, mais qui a une capacité d'élimination qui est assez rapide, ça fait qu'à chaque fois qu'il boit, il y a une grande quantité qui est éliminée. Ça fait que cette personne-là n'a pas une grande concentration d'alcool dans son sang. C'est comme ça que je vous le dis. On ne peut pas dire à une personne, voilà, vous devez prendre par exemple un verre, une bouteille, et c'est moins dangereux. Il n'y a pas moyen de le dire du moment qu'on ne connaît pas sa résistance individuelle, n'est-ce pas? On ne connaît pas exactement quels sont les autres produits chimiques qui accompagnent l'alcool dans la boisson là et qui peuvent aussi avoir d'autres effets dévastateurs sur la santé de l'individu. Y a-t-il des bénéfices pour l'organisme à consommer modérément de l'alcool? Comme je viens de vous répondre, on ne peut pas répondre de façon générale. C'est-à-dire, il faudrait avoir en face de soi un individu, connaître son degré de résistance, par exemple, pour qu'on puisse dire, par exemple, que pour vous, il faudrait prendre ceci ou cela. Je sais, par exemple, qu'en France, il y a beaucoup de campagnes, à l'époque, dans les années 80-90, qui ont parlé d'un verre de vin par jour pour lutter contre les maladies cardiovasculaires, les cancers, ainsi de suite. Mais de plus en plus, les scientifiques sont en train de remettre en cause cette théorie-là parce qu'il y a des effets sur le long terme qu'on ne peut pas connaître quand on prend cet alcool-là. Docteur, comment arrêter de consommer de l'alcool? Que conseillez-vous à ceux qui veulent vraiment essayer d'arrêter? Une personne, par la force de sa volonté, peut arrêter de prendre de l'alcool juste en décidant. Mais fort malheureusement, nous avons des gens qui ont déjà ce qu'on appelle une dépendance à l'alcool. Et ces personnes-là, malheureusement, ne peuvent pas, par la force de leur volonté, arrêter de prendre de la bière. C'est comme ça que ces personnes-là sont reçues dans des unités spécialisées, tout comme les drogués qu'on reçoit dans des cliniques, où ces personnes-là doivent passer par un cursus pour faire ce qu'on appelle une cure de désintoxication. Et au niveau national, et en tant que spécialiste, quelles recommandations pouvez-vous faire au gouvernement pour réduire la consommation de l'alcool dans les pays? En fait, quand surtout les jeunes prennent beaucoup d'alcool, c'est à cause de la publicité qu'on fait de l'alcool. Je crois que la première des choses, c'est ce que beaucoup de pays font d'ailleurs déjà, c'est d'empêcher qu'il y ait la publicité des boissons alcoolisées pendant les heures de veille, quand les enfants sont devant les écrans. C'est comme ça qu'il y a des pays où on fait la publicité de l'alcool au-delà de 22 heures. Par exemple,
Ça, c'est une des choses. La deuxième chose, c'est que dans les supérettes, les magasins et ainsi de suite, on ne doit pas servir aux jeunes de moins de 18 ans, par exemple, de l'alcool. Il y a beaucoup de pays où la législation empêche à ce qu'on puisse accéder, n'est-ce pas, à des produits alcoolisés quand on n'a pas encore 18 ans. Ça veut dire qu'on n'est pas encore adulte. Enfin, dans les familles, on doit déconseiller, n'est-ce pas, aux jeunes de prendre cet alcool-là parce que les habitudes venant, à un moment donné, ces enfants-là risquent d'avoir une dépendance à l'alcool et en ce moment-là, ça sera très difficile de pouvoir arrêter ça. Et enfin, les prêtres, les pasteurs, ainsi de suite, et même parfois les médecins, doivent pouvoir aussi se mettre dans cette campagne-là pour justement empêcher aux gens de penser que prendre de l'alcool, ça aide en ceci ou en cela, parce que les conséquences étant beaucoup plus graves que le bénéfice qu'on voudrait en tirer, il est clair qu'il faudrait dissuader les gens à consommer de l'alcool de la façon désordonnée dont ça se fait jusqu'à maintenant. Le gouvernement doit aussi pouvoir contrôler le pourcentage, la façon dont les gens écrivent par exemple 5% d'alcool alors qu'il y en a 13 par exemple. Et là, c'est le gouvernement qui peut contrôler ça avec des services spécialisés, n'est-ce pas? Où on vérifie exactement est-ce que le taux d'alcool est réel. Nous remercions le docteur Richard Mukendi, médecin en service aux cliniques universitaires de Lubumbashi. Il était au micro de notre correspondante, Gabrielle Nina. Quelqu'un l'a vécu. Voici son témoignage. La consommation de l'alcool est un véritable phénomène de société en Afrique. Au Cameroun, par exemple, 660 millions de litres de bière avaient été consommés en 2015, selon les chiffres rendus publics par la Société des brasseries du Cameroun. En RDC aussi, les maquis pullulent et les Congolais ne se privent pas de boire. Notre reporter Erikas Mouissi a demandé à quelques habitants de Béni en RDC ce qui explique cet engouement pour l'alcool. Voici leur réponse. La plupart sont désœuvrés. Ils ne travaillent pas, ils manquent quoi faire. Et quand on n'a pas quoi faire, on est obligé de passer son temps en train de prendre l'alcool. D'autres encore n'ont pas l'éducation de base. Il est éduqué par exemple par la société et la plupart des amis avec qui il fréquente prennent l'alcool. Il est obligé de faire quoi? De fréquenter ses amis, il va prendre l'alcool. Moi je pense que la plupart des Congolais prennent de l'alcool à cause du manque du job en fait. Parce que quand ils voient qu'ils n'ont pas quoi faire, ils jugent bon d'aller prendre de l'alcool et il faut que le gouvernement crée des emplois pour essayer de rattraper ces personnes-là. Moi je crois que la plupart des Congolais se donnent à l'alcool. D'abord c'est parce qu'ils sont, je dirais, surmenés ou dépassés par les situations qui ne marchent pas en République démocratique du Congo. Si vous essayez de réfléchir sur la situation politique du pays, la situation économique, sécuritaire, vous trouvez qu'il y a beaucoup de choses qui préoccupent la tête. Et c'est cela, moi, je crois que c'est ce qui pousse la plupart des Congolais à prendre l'alcool. Et je crois que les Congolais considèrent l'alcool comme un lieu où ils se réfugient. Selon moi, je dirais que vraiment, c'est le problème de notre gouvernement parce qu'il y a des laisser-aller. Vous verrez même très tôt matin, jeunes garçons, soit les élèves, en état ivre, il n'y a pas de contrôle et cela entraîne beaucoup de consommation d'alcool. Je dirais que beaucoup de jeunes sont déçus, alors ils pensent que c'est saoulant ou bien consommant trop d'alcool, ils vont oublier tout ce qu'ils ont comme je dirais, difficultés. Cette frénésie autour de l'alcool inquiète les autorités congolaises. Elles ont créé un programme national de lutte contre la toxicomanie et les substances toxiques au ministère de la Santé. Un programme qui vise, entre autres, à réduire les effets nocifs de l'alcool sur la santé des populations. C'est ce que nous a expliqué le docteur Mbouyou Rigobert, le directeur de ce programme. Il est au micro de notre correspondante, Pero Matanda. Nous avons fait une étude en 2005 qui montrait que moins 55% d'enquêtés reconnaissaient que l'alcool et la drogue les excitent au désir sexuel. Or, à travers le désir sexuel, il y a la transmission du VIH/SIDA et des maladies infectieuses sexuelles transmissibles. Les jeunes aujourd'hui préfèrent prendre l'alcool qui est dosé à plus de 42%, 60% qu'on appelle Zododo ou Aguene ou 500. C'est de l'alcool presque pur. Eh bien, ça constitue quand même un danger qui, aujourd'hui, endeuille beaucoup de familles. Mais comme ça fait du plaisir de consommer, personne ne se soucie de cela. Logiquement, la loi prévoit que si on rencontre une personne en état d'ivresse qui se promène sur la rue, il faut le garder au poste de la police jusqu'à ce qu'il se sente bien avant de le laisser partir. Il y a aussi beaucoup de cas d'accidents, des gens qui conduisent en état d'ivresse. Selon le rapport de la CNPR, c'est la Commission nationale pour la prévention routière qui, entre 2011 et 2012,
a relaté un cas de plus de 11 200 accidents, parmi lesquels 1203 étaient des cas mortels. L'étude que nous avons faite a démontré que 43% des accidents sont liés à l'alcool et à la consommation de la drogue, notamment le chanvre. C'est pour dire que c'est un problème de santé publique grave dont il faut absolument se préoccuper. Et qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons la sensibilisation et nous sommes en train de travailler pour essayer de faire un projet de loi qui complète ce qui existe, qui renforce, disons, les mesures vis-à-vis de la consommation de la boisson alcoolisée. Et comment le gouvernement aide-t-il ceux qui veulent arrêter cette pratique? Nous avons 2 ou 3 centres privés où on peut envoyer les gens, mais nous voulons absolument un centre de prévention qui est de prise en charge financé par le gouvernement ou les partenaires. Rendons-nous maintenant au Sénégal dans un centre qui vient en aide aux personnes devenues dépendantes à l'alcool. Il s'agit du Centre de prise en charge intégrée des addictions de Dakar, CEPIAD en sigle. Selon le docteur Idrissa Ba, coordonnateur de ce centre, un tiers des patients admis dans le centre sont alcooliques. Voici son témoignage. Le CEPIAD, qu'on appelle Centre de prise en charge intégrée des addictions de Dakar, reçoit effectivement toutes les formes d'addiction. Et parmi ces formes d'addiction, il y a des addictions liées au problème d'alcool qui constituent quand même une très grande préoccupation pour nous actuellement au Sénégal. L'alcool arrive en 3e position derrière le problème lié au cannabis, mais aussi les problèmes liés à ce qu'on appelle les drogues injectables, notamment l'héroïne et la cocaïne crack. Donc je peux vous dire que le tiers des patients que nous recevons ont des problèmes liés à l'alcool. Alors, quels sont les problèmes sanitaires et peut-être sociaux auxquels font face la plupart des victimes qui arrivent dans votre centre? Les problèmes liés à l'alcool, c'est les problèmes de dépendance, mais surtout aussi des problèmes somatiques, les problèmes médicaux, problèmes liés à des atteintes hépatiques, par exemple. Beaucoup de patients que nous suivons ont des problèmes d'hépatite aiguë ou bien même des hépatites chroniques, surtout pour l'alcoolisme chronique, mais surtout aussi des problèmes cardiovasculaires et des problèmes métaboliques aussi. Des problèmes tels qu'une hypertension artérielle, mais surtout aussi des problèmes neurologiques. Ça, c'est très courant lié à un alcoolisme chronique et qu'il faut que nous sommes obligés parfois de les orienter au service de neurologie pour un suivi beaucoup plus adéquat. Quels sont les problèmes d'ordre socio, psychologique que ces gens-là ont? Concernant les problèmes sociaux, c'est surtout aussi des problèmes d'insertion familiale, d'insertion sociale, mais aussi des problèmes liés au travail. Beaucoup de patients ont des difficultés sur leur lieu de travail. Ce qui fait qu'il y a un grand travail de sensibilisation, mais d'orientation aussi, qui s'avère nécessaire par rapport à ce type de patients. Quels sont les traitements que vous proposez à ces gens qui souffrent d'addiction à l'alcool? La première chose que nous faisons pour ces patients, c'est d'abord de faire une évaluation globale de leur problème d'addiction. Après cette évaluation sur le plan addictologique, il y a aussi une évaluation sur le plan médical. Notamment, nous leur proposons un bilan somatique pour voir est-ce qu'il y a une atteinte hépatique, est-ce qu'il y a des perturbations au niveau rénal, mais aussi au niveau cardiovasculaire. Surtout aussi, nous faisons un dépistage puisque nous sommes un centre aussi qui a été mis en place par rapport au programme VIH. Nous faisons le dépistage VIH qui est systématique pour tous les patients que nous recevons au centre. Et donc, après cette évaluation, il y a une orientation thérapeutique en fonction aussi de la problématique de l'individu. Ça dépend de son niveau de dépendance. Par exemple, quelqu'un qui est suivi, qui est un usager simple, souvent nous ne mettons pas en place un traitement médicamenteux. On fait de la sensibilisation, on fait des interventions brèves aussi. Pour ceux qui sont dépendants, il y a un traitement aussi par rapport aux envies, mais aussi surtout un accompagnement psychologique et social que nous leur proposons au niveau du centre parce que nous avons des psychologues, nous avons aussi des travailleurs sociaux qui accompagnent aussi par rapport à la situation socio-professionnelle de la personne. Quelles sont les propositions que vous pouvez faire à ceux qui nous écoutent, les populations de manière générale et aux décideurs pour réduire les problèmes liés à la consommation d'alcool dans nos pays, au Sénégal et dans nos pays africains en général? Nous devons mettre en place des stratégies beaucoup plus agressives, des interventions au niveau des populations, mais aussi au niveau scolaire. Aujourd'hui, le problème d'alcool se pose souvent aussi chez les jeunes, parce qu'il y a une situation en tout cas qui incite les jeunes à consommer de l'alcool. Si on voit les prix de l'alcool actuellement, c'est des choses qui sont accessibles aux jeunes. Et là, je pense qu'au niveau commercial, il y a des stratégies quand même à faire. Il y a des lois qui sont là, qui interdisent l'accès aux jeunes, mais je pense que ces lois doivent être mises en œuvre et appliquées.
Il y a aussi ce travail de sensibilisation que nous devons faire chez les jeunes, dans les quartiers, mais aussi dans les écoles, pouvoir sensibiliser les jeunes par rapport aux risques liés à une consommation d'alcool. Et je pense aussi par rapport au traitement aussi, il y a beaucoup d'efforts aussi à faire pour former les professionnels dans le dépistage, mais aussi dans le traitement des problèmes liés à l'alcool. Et aussi au niveau institutionnel, il faut vraiment aller vers une création des structures spécialisées dans la prise en charge des problèmes d'alcool, décentraliser ces structures, aller au niveau le plus décentralisé possible, mais aussi former le personnel et les associations qui sont impliquées dans la prise en charge et l'accompagnement des consommateurs d'alcool. Nous remercions les docteurs Mbouyou Rigobert et Idriss Abba pour leur témoignage. Questions et commentaires, c'est maintenant. Chers auditeurs, un expert vous répond. Voici le moment, chers auditeurs, où nous vous donnons la parole pour poser vos problèmes de santé. Notre consultant, le docteur Armand Guincap, a répondu à vos questions. Le docteur Guincap est médecin urgentiste et praticien au centre hospitalier universitaire de Soissons en France. Là, en ligne, nous sommes avec Archiduc Théodore. Bonjour Théodore. Bonsoir. Vous nous appelez d'Ondjamena, c'est ça? Oui, j'appelle d'Ondjamena. D'accord. Et vous avez une question à poser à l'expert, au docteur Guincap, c'est ça? Exactement, c'est ça. Et ma question est de savoir comment lutter efficacement contre les vers intestinaux. Comment lutter efficacement contre les vers intestinaux? C'est ça votre question? Oui, c'est bien ça, oui. Merci beaucoup Théodore d'avoir appelé. D'accord, merci. Bonne suite de l'émission. Merci beaucoup. Ce que je peux dire à Théodore, c'est que les vers intestinaux, et on en a notamment 3, les oxyures, les ascaris, le ver solitaire ou ténien, sont des parasites qui ne peuvent survivre seuls car ils ont besoin d'un organisme hôte pour rester en vie et surtout pour se reproduire. Et ces vers intestinaux et notamment les larves qui les accompagnent sont souvent présents bien sûr dans la sphère digestive et éliminés dans les matières fécales. Pour lutter efficacement contre les vers intestinaux, il faut dans un premier temps respecter des règles d'hygiène qui sont assez strictes. La première règle d'hygiène, c'est déjà se laver les mains après avoir utilisé les toilettes, car la plupart de ces vers intestinaux se propagent par les matières fécales. Il faut également que les ongles soient bien coupés parce que parfois ces vers intestinaux peuvent se réfugier sous les ongles. Et lorsqu'on s'alimente, par exemple, on va finir par les ingurgiter et se réinfester, alors qu'on s'en était débarrassé initialement. Par ailleurs, les larves ou les vers intestinaux qui sont éliminés par les matières fécales peuvent parfois être présents dans le linge intime. Je vais parler notamment des sous-vêtements, je vais parler des serviettes de toilette, je vais parler des gants de toilette. Et ces éléments-là, à savoir les serviettes, les gants de toilette, des objets intimes, ne doivent pas être partagés dans le cercle familial parce que ça peut aussi être un moyen de contamination, de transmission de l'infection chez quelqu'un qui avait réussi à s'en débarrasser. Et il faut laver le linge, notamment la literie, à plus de 60 degrés parce que c'est la température qui va permettre de totalement éliminer ces vers intestinaux et les larves qui s'y accompagnent. Et enfin, avoir une très très bonne hygiène alimentaire. Consommer de la nourriture qui est bien cuite et si c'est des légumes ou si c'est des fruits, essayer de laver les fruits, laver correctement les fruits pour débarrasser les fruits d'une certaine contamination. Mais bien évidemment, ça c'était des mesures de prévention. Mais si on a déjà été infesté par le ver intestinal et qu'on veut se débarrasser, il faut consulter un médecin et ce médecin-là va prescrire un traitement qui s'appelle un vermifuge. C'est un traitement qui va permettre de nettoyer toute la sphère digestive du ver intestinal à l'aide d'un médicament. Et si vous avez des questions ou des commentaires, vous pouvez nous contacter sur la page Facebook de VOA Afrique. Par ailleurs, regardez la version télé de ce programme qui sera diffusée sur cette page Facebook, sur le site web de VOA Afrique, voaafrique.com et sur nos télévisions partenaires. C'est ici que prend fin votre santé, votre avenir. Cette édition était consacrée à la consommation de l'alcool dont les effets nocifs entraînent 3,3 millions de décès chaque année dans le monde. Pour en parler, nous avons reçu comme invité le docteur Richard Mukendi,
médecin en service aux cliniques universitaires de Lubumbashi. Avec lui, nous avons évoqué les maladies et les facteurs aggravants causés par la consommation de l'alcool. Nous avons aussi écouté le docteur Idriss Abba, psychiatre, addictologue et coordonnateur du centre de prise en charge intégrée des addictions, le CIPIAD de Dakar, un centre qui accueille les personnes devenues dépendantes à l'alcool et aux drogues. Il nous a parlé des traitements apportés à ces personnes. Enfin, nous avons écouté le docteur Mbouyou Rigobert, directeur du programme national de lutte contre la toxicomanie et les substances toxiques au ministère de la Santé en RDC. Il nous a parlé de la lutte contre l'alcoolisme et les drogues dans son pays. Nous leur disons merci. Merci également à Firmin Koyaweda qui était avec nous pour vous présenter les événements qui font l'actualité santé. Un grand merci à nos différents correspondants en RDC, Gabriel Nina à Lubumbashi, Béro Matanda à Kinshasa et Erika Smouissi à Beni qui ont aidé à la préparation de cette édition. Une édition réalisée avec le concours de Tchèque Thiero et de John Ellison qui était à la console. À la présentation, vous étiez avec Rosine Mounezero et j'étais en compagnie de Mamadou Oumfa. Continuez à écouter VOA Afrique et n'oubliez surtout pas de prendre soin de votre santé car votre santé, c'est votre avenir. À la prochaine. C'était Votre santé, votre avenir, une production de VOA Afrique. Pour vos commentaires, vos questions ou vos témoignages, retrouvez-nous sur voaafrique.com ou sur notre page Facebook VOA Afrique.